Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je tiens vraiment à m'excuser dans un premier temps parce que j'ai fait une vidéo par mois, alors qu'à la base, quand je me suis dit je vais me lancer à faire du contenu sur YouTube, j'avais une liste je crois, de 7 ou 8 vidéos que je devais sortir en l'espace de 3 semaines, un mois. Bon, au final, il s'est passé plein de choses. J'ai déménagé à l'autre bout du monde, j'ai emménagé à Dubaï il y a maintenant quasiment 3 semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup plus de temps maintenant justement pour vous créer du contenu. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement il y a de nombreuses années maintenant, c'était en 2018, fin 2017, début 2018. Et j'ai toujours été quelqu'un de nature très curieuse et j'ai vite compris une chose en investissant que l'économie, ça a vraiment un rôle prépondérant en fait et bien plus que ce qu'on pense dans les investissements qu'on va faire de manière générale dans la vie. Aujourd'hui, il y a plein de types d'investissements. Vous pouvez investir en immobilier, l'économie est important à comprendre. Vous investissez en bourse, l'économie est important à comprendre. Vous investissez en crypto, c'est également maintenant important à comprendre avec la démocratisation des ETF et l'institutionnalisation, je l'ai bien dit, du marché crypto. Et donc aujourd'hui, le but, c'est que je puisse vraiment vous donner un maximum de valeur autour de ça. Alors pour ceux qui sont dans mon canal Telegram, je sais que j'en parlais énormément en 2022-2023. Pareil pour ceux qui me suivaient à l'époque sur IAM Academy, où je donnais justement des cours crypto, actions, etc. On en parlait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de faire une vidéo qui va durer peut-être 15, 20, 25 minutes. Je pense pas plus en réalité. On verra si je suis bavard avec vous aujourd'hui. Pour vous essayer de vraiment vous donner des concepts qui sont super importants à mon sens et que ça vous aide clairement en fait d'une à prendre en culture économique et de deux à mieux piloter vos investissements. On se retrouve tout de suite sur mon graphique et on va commencer justement sur la charte du Bitcoin. Mais avant de parler de crypto, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre une chose. Aujourd'hui, le marché crypto, on a toujours dit que le marché était décorrélé, si vous voulez, des institutions boursières, des stocks market, etc. Mais plus le temps avance, plus en fait, si vous voulez, on va venir distinguer deux choses. On va venir distinguer le Bitcoin et l'Ethereum et peut-être Solana, ok, des autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est vraiment que Bitcoin avec un petit peu d'Ether. Solana, peut-être pourquoi pas dans le futur, mais on va y venir. Si vous voulez, en fait, le Bitcoin aujourd'hui est un actif qui, on l'a beaucoup décrit comme qui s'edge contre l'inflation. Voilà, donc c'est un actif sur lequel on peut investir pour contrer l'inflation, hors numérique, décorrélé des marchés traditionnels. La réalité, c'est que Bitcoin, je pense sincèrement que c'est un actif, oui, qui répond à ces différentes normes-là, mais le reste des cryptos, non. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, avec l'arrivée des institutions, la corrélation entre crypto-monnaie et même Bitcoin, mais de manière générale, le marché des crypto-monnaies et les actions a augmenté. C'est-à-dire que surtout dans les phases de stress, dans les phases où le marché est amené à paniquer. À l'époque, c'était absolument pas le cas. Ça veut dire qu'on avait une décorrélation qui était totale, on respectait des cycles, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'avec l'arrivée des institutions, le marché, il a totalement changé. La façon et le comportement du Bitcoin et des autres crypto-monnaies a totalement changé. Et le but, aujourd'hui, c'est qu'on explique, en fait, si vous voulez, pourquoi est-ce que les crypto-monnaies sont amenées à se corréler de plus en plus aux actifs traditionnels, surtout dans les phases de baisse, ok, et même dans les phases de hausse, mais à plus long terme, à plus grosse échelle. Donc pour ça, on doit parler d'une chose qui est vraiment super importante aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les marchés sont amenés à monter? C'est lié à la liquidité globale sur un marché. Et ça, c'est lié à la macroéconomie. C'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, qu'on va essayer de rentrer dans le détail. Les cycles de 4 ans, c'est certes le halving, mais quand on pousse un petit peu plus, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément que le halving qui fait péter le prix du Bitcoin ou même, si vous voulez, des autres crypto-monnaies. Non, c'est la liquidité globale parce qu'aujourd'hui, un actif financier reste un actif financier quand bien même il a tel ou tel facteur révolutionnaire qui amène une révolution et qui se distingue des autres actifs. Aujourd'hui, la liquidité est essentielle. J'en ai beaucoup parlé et longuement parlé justement dans mon canal Telegram à travers des messages vocaux sur toute l'année 2025, 2020. Bref, mon canal Telegram, la réalité, je crois que le contenu qu'il y a dedans, en termes d'information, je ne sais pas à combien ça pourrait se monétiser, mais je pense que ça vaut très très cher. Donc, si vous avez envie d'apprendre, et comme moi, quand j'ai commencé la crypto, les trading, etc., que j'ai fouillé à droite à gauche, c'est vraiment une mine d'or. Bref, le but, c'est de parler de liquidité. Donc aujourd'hui, comment est-ce que les banques centrales ouvrent et ferment, si vous voulez, le robinet des liquidités? Donc pour ça, on va directement aller sur, c'est ici je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ok, on va parler de la Fédérale Réserve, si ça veut bien. Ok, alors j'ai changé d'écran entre temps, donc l'idée c'est de ne pas spoiler. Voilà, la Fédérale Réserve, c'est la banque centrale américaine, comme ce qu'on a la banque centrale européenne aujourd'hui qui est dirigée par Christine Lagarde. On a la Fed, et la Fed, en fait, si vous voulez, elle existe pour résoudre et maintenir deux choses. La première des choses, ça va être c'est pas très sexy, hein, ouais, c'est pas des slides, mais ça va être la stabilité des prix. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Fed a pour mission de maintenir des prix stables. Pas des prix hauts ni des prix bas, des prix stables dans le temps. Et la stabilité des prix, c'est directement lié à une chose, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si les prix demain, ils augmentent, je sais pas, le litre
de lait, il passe de 1 dollar à 2,50 $, bon, bah, il y a une inflation qui est quand même assez élevée. Ok, et le but de la Fed, c'est de maintenir des prix stables. Mais également, c'est de maintenir ce qu'on va appeler le plein emploi, c'est-à-dire d'avoir un taux de chômage assez faible et derrière d'avoir un maximum de citoyens, si vous voulez, au travail. Ok, et pour ça, la Fed elle a deux leviers pour pouvoir y arriver. Le premier levier, c'est les taux directeurs. Alors, les taux directeurs, beaucoup connaissent, hein, je vais apprendre, je ne pense pas grand-chose sur cette partie-là. Ce sont les taux d'intérêt et les taux de financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed, en fait, si vous voulez, elle va fixer des taux. Et ces taux-là, ça va être des taux de financement. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis une banque et je suis un investisseur et j'ai envie de faire un emprunt. Et ben en fait, mes taux d'intérêt vont être dépendants de ces taux directeurs-là. C'est-à-dire que si j'ai des taux d'intérêt qui sont hauts, bah, je vais payer beaucoup plus cher le remboursement et l'échéancier de mon prêt. Si les taux d'intérêt sont bas, je vais payer beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez logique. C'est-à-dire que si j'ai des taux hauts, bah forcément, je vais moins faire de crédit, je vais moins faire d'emprunt. Si j'ai des taux qui sont bas, et bah, je vais être stimulé à en faire parce que l'argent ne coûte quasiment rien. Donc ça, c'est la première des choses. Les taux directeurs vont venir influer sur la stabilité des prix. Et pour ça, il faut comprendre justement les concepts de liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création monétaire, elle se fait en appuyant sur une touche entrée sur un PC, si vous voulez, si on vulgarise la chose. Donc concrètement, aujourd'hui, plus il y a d'argent sur un marché, plus justement cet argent va venir se dévaluer et les prix vont venir augmenter, ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, si vous voulez, c'est juste la résultante d'une impression monétaire qui est beaucoup trop élevée. Hein, si évidemment, on vulgarisera les choses, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les différents termes, mais le but, c'est de vulgariser. Donc concrètement, s'il y a beaucoup trop d'argent sur un marché, comment est-ce que je peux faire pour retirer de l'argent à long terme? Eh bien, je vais venir augmenter mes taux d'intérêt pour que les gens ne fassent plus d'emprunts. Parce que faire des emprunts, c'est créer de l'argent. Et plus on fait des emprunts, plus on crée de l'argent, donc plus les prix augmentent, si vous voulez. Okay, et donc, en augmentant ces taux directeurs, on va venir réduire l'inflation. Et en baissant les taux directeurs, si vous voulez, on va revenir du coup relancer l'économie pour justement atteindre ce fameux plein emploi. Ça, c'est le premier levier qu'a la Fed à sa disposition. Alors pourquoi on parle de la Banque centrale américaine? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, l'économie mondiale dépend principalement des États-Unis. Okay, et ça, à partir du moment où on comprend, eh ben, on sait où est-ce qu'il faut venir regarder. Le deuxième levier, ça va être la politique monétaire. Alors, pour la politique monétaire, la Fed va avoir à sa disposition deux outils. Le premier outil, c'est ce qu'on va appeler le quantitative easing. Donc, ça va être juste ici. Okay, concrètement, la Federal Reserve, elle va acheter des actifs. Okay, donc, quoi comme type d'actifs? Elle va acheter des obligations de banque, enfin des obligations d'État, excusez-moi, des obligations d'entreprise. Okay, dans de rares cas, elle peut acheter des actions, mais généralement, ce sont des obligations. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va du coup augmenter ses actifs, c'est-à-dire que la Fed va détenir des actifs et va créditer, si vous voulez, des banques en réserve. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer, c'est que la Fed, elle va acheter voilà, des obligations auprès d'une banque. Et si vous voulez, elle va créditer, globalement dit, enfin, si on vulgarise la chose, elle va créditer de l'argent dans ces banques-là. Et donc, en fait, en achetant des actifs, la Fed va créer de la liquidité en banque et donc va faciliter l'impression monétaire. Et comme on l'a dit, quand on imprime de l'argent, forcément à long terme, ça fait augmenter l'inflation. Mais la première résultante de l'impression d'argent et des taux bas, c'est pour tout simplement avoir du plein emploi, donc de la croissance économique. Et qui dit croissance économique dit une hausse durable des marchés dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne dans un système capitaliste. Le marché est à la recherche de profit. Si les entreprises ne produisent pas de profit, leurs actions chutent. Et donc, les marchés financiers, c'est logique qu'ils chutent également. Okay, donc, en rentrant dans ce qu'on appelle du QE, du quantitative easing, la Fed va acheter des actifs et en fait, si vous voulez, va stimuler l'économie directement à la source. Et donc, à ce moment-là, les réserves bancaires vont augmenter, la liquidité du système économique va également lui augmenter, les rendements obligataires vont chuter. Okay, pourquoi? Bon, c'est un peu complexe si vous débutez, mais concrètement, quand on augmente la liquidité du système, on fait augmenter le prix des obligations. Et si le prix des obligations monte, le rendement baisse. Et donc, lorsque le rendement baisse, c'est-à-dire que moi, demain, j'ai 1 milliard de dollars. Ces 1 milliard de dollars, je vais les mettre en achetant, en les plaçant dans des obligations américaines à 10 ans. Ces obligations, imaginons qu'elles sont rémunérées 5%. Je dis une bêtise, ça trouve, c'est totalement pas ça. 5%. Si demain, la Fed commence à acheter ces obligations, le rendement des obligations va baisser. Et donc, moi, mes 1 milliard qui étaient rémunérés 5% par an, eh ben, ils ne seront plus rémunérés 1% par an. Et donc, forcément, c'est plus intéressant. Et donc là, eh ben, les liquidités vont se diriger vers des alternatives, à savoir des actions, enfin des marchés à risque. Donc, les stocks market et la crypto-monnaie. Okay, aujourd'hui, parce qu'on peut comparer les deux sur voilà, le même stade. Et donc, on va avoir un sentiment de marché qui va se mettre en mode risk-on. Et donc, les actifs risqués vont augmenter en termes de valorisation. Ça, c'est le quantitative easing. Et à l'inverse, on a le quantitative tightening qui, lui, est totalement différent. C'est-à-dire que là, on est dans un cas où l'inflation est très élevée en réalité et on a besoin
de calmer l'inflation parce que sinon, en fait, les prix vont faire que d'augmenter et on va rentrer dans quelque chose qui est vraiment pas acceptable. Donc, à ce moment-là, on va déjà, comme je l'ai dit, augmenter les taux d'intérêt, mais on va aussi jouer avec la politique monétaire et la Fed va laisser les actifs qu'elle a achetés s'expirer ou elle va même revendre ses obligations. Donc, le bilan de la Fed, lui, il va baisser, les réserves bancaires vont diminuer et donc forcément, si les réserves diminuent, la liquidité également, les rendements vont réaugmenter. Et donc, mais 1 milliard qui était payé que 1% par an vont revenir, imaginons, à 5% par an. Donc, ça va redevenir attractif. Les capitaux, ils vont quitter les actifs risqués là où il y avait de la performance pour revenir là où il y a de l'argent de manière safe, à savoir sur les obligations. Et donc, on va rentrer dans un marché en mode risk-off, c'est-à-dire que la valorisation des actifs risqués va baisser. Et donc, on va rentrer dans des bear market, entre guillemets. On va connaître des épisodes de stagnation des marchés ou même de chute des marchés financiers. Ça, c'est vraiment le B à bas. Il faut comprendre le QE, le QT et les taux directeurs. À partir du moment où on comprend ça et qu'on arrive à se situer, on a déjà à peu près compris peut-être la moitié du fonctionnement de la macro, si vous voulez. Donc, voilà, la macro, c'est très vaste, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le b.a-ba et la base qu'il faut être amené à comprendre justement lorsqu'on veut investir. Okay, donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va comparer et on va regarder sur de la longue durée le comportement de Bitcoin et du reste du marché dans les différentes périodes qu'on a vécues. Alors, c'est assez important de comprendre que les cryptos sont des actifs qui sont très récents et les cycles économiques, c'est quelque chose qui s'étend sur de la longue durée. Alors là, on a un graphique Bitcoin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans un premier temps, on a eu sur cette période-là, en 2017, une période, en fait, si vous voulez, donc sur toute cette période-là, globalement, on n'était pas dans du quantitative easing, ni dans du quantitative tightening, on était dans une période de marché qui était relativement stable. Okay, donc, on n'était pas dans du resserrement monétaire, ni dans de l'impression monétaire, on était dans quelque chose de stable. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que les cryptos étaient relativement décorrélés des marchés classiques, parce qu'on avait des capitalisations boursières qui étaient très très faibles. Donc, ce qu'on a connu en 2017 n'est pas forcément comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Chaque cycle est différent. Le cycle de 2017 était relativement unique parce que le marché était vraiment déconnecté des institutions et du marché classique. À partir du cycle entre 2018 et 2021, c'était encore différent de ce qu'il y avait ici, sur le premier cycle de 2007. Pourquoi? Parce que justement, on a eu l'introduction des marchés futurs. Et donc, forcément, on pouvait maintenant, à partir de fin 2007, début 2018, parier à la baisse, c'est-à-dire ouvrir des shorts sur le marché. Donc, forcément, ça a de l'influence. Bref, chaque cycle est totalement différent. Donc, la première partie, 2015-2017, on était dans une période de politique monétaire qui était relativement stable et on avait un marché qui était relativement décorrélé. Pour moi, les premières institutions ont commencé vraiment à arriver à partir de ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est important de le noter. Donc, c'est vraiment cette période qu'on va venir analyser. Ici, entre 2018 et 2020, on avait justement une période de quantitative tightening et donc on voyait tout simplement le prix qui chutait, qui suivait son cours. En réalité, le prix était en train de chuter, accumulé, il n'y avait pas grand-chose qui était en train de se passer sur le prix, pas d'espérance de hausse à première vue. On a eu le Covid qui est arrivé, juste ici, on le voit avec cette grosse bougie ici. Le Covid est arrivé et les marchés ont chuté nettement. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de peur. Je ne vais pas revenir sur toute la partie Covid, mais les marchés ont paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les taux d'intérêt sont redescendus à zéro. On est rentré en quantitative easing. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? La Fed a commencé à injecter des liquidités sur le marché. Et comme je l'ai expliqué avant, ça a poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs risqués, comme les actions et comme les cryptos. Résultat, on a eu un super cycle. On a eu un Bitcoin qui passait de 5 000 $, même si on prend le plus bas, 4 000 $ quasiment, à 69 000 $. À peu près un an et demi après. Okay, donc, on a eu quelque chose, on a eu une expansion du marché vraiment globalisée. Si on regarde sur le Total 3, qui exclut du coup le Bitcoin, l'Ether et les stablecoins, pour vraiment avoir un overview total de ce qui s'est passé sur les altcoins uniquement, on voit que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu une explosion du Total 3 et pendant ce cycle-là, les anciens se souviennent, il y avait des opportunités à gogo, des fois 10, des fois 20, des fois 30, des fois 40, des fois 50, des fois 200. Bref, il y avait vraiment énormément d'argent à se faire. Okay, après, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché commençait à surchauffer. Le marché commençait à surchauffer, donc à partir de mars 2022, si je ne dis pas de bêtises, la Fed a commencé à réaugmenter les taux d'intérêt et à stopper le QE pour rentrer dans une phase de quantitative tightening. Et là, le marché, tout simplement, a commencé à chuter drastiquement, les altcoins également, on le voit ici. Et après, en fait, si vous voulez, à partir entre aujourd'hui et 2022, la Fed est restée dans la même politique monétaire. C'est-à-dire que concrètement, elle n'a pas réimprimé d'actifs ni baisser énormément ce taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont commencé à baisser dès l'année dernière, mais de façon très très superficielle et ça n'a pas un grand impact sur les marchés financiers à l'heure actuelle par rapport à ce qu'on pourrait avoir si les taux étaient proches de zéro. Et donc, ce qui s'est passé, notamment sur les altcoins, c'est qu'en fait, on n'a jamais pu reconnaître le même mouvement qu'on avait eu en 2021 lors d'une période de QE avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de, parce qu'il y a pas de liquidité sur le marché. Alors, j'ai déjà expliqué pas mal de fois dans mon canal Telegram que la liquidité en crypto depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est la même. C'est la même poche d'argent, ok, qui se fait recycler à chaque fois sur des nouvelles narratives. Par contre, sur Bitcoin, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que Bitcoin, lui, a su capitaliser sur les ETF. C'est-à-dire qu'on a eu un moyen a été créé pour le Bitcoin de recevoir des flux externes d'institutions qui ne rentrent pas directement sur le marché crypto, mais qui rentrent à travers les marchés traditionnels pour acheter du Bitcoin, et maintenant pour acheter l'Ethereum, et maintenant pour acheter du Solana depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et depuis aujourd'hui sur la vidéo le jeudi 13 novembre, pour acheter de l'XRP, parce que l'ETF XRP a été lancé sur le marché boursier aujourd'hui. Et donc tout ça fait qu'en fait, Bitcoin se décorrèle de plus en plus des altcoins, et c'est pour ça qu'on a eu une surperformance de Bitcoin sur ce cycle. Les altcoins, eux, sont restés bloqués dans un étau parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement hauts, parce qu'il n'y avait pas de liquidité sur les marchés. Et aujourd'hui, si vous voulez, Bitcoin ne devient plus forcément un actif risk-on, mais plutôt un actif risk-off. C'est-à-dire que les institutions vont venir se tourner vers Bitcoin pour chercher du rendement, quoi qu'il arrive, à long terme. Et si demain les institutions ont envie de prendre un peu plus de risques, là, ils vont se tourner vers les altcoins. Mais quand est-ce qu'ils vont se tourner? Lorsque le marché va rentrer en risque on. Et donc forcément, lorsque les taux d'intérêt vont baisser et lorsqu'on va rentrer en quantitative easing. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas forcément d'alt qui pète. Et ça, c'est la théorie, la thèse que j'explique depuis le début de l'année, de cette année, voire même la fin de l'année dernière. Donc concrètement, on a eu un énorme impact en fait, si vous voulez, avec les ETF, et on va le voir ensemble directement sur mon graphique en regardant juste ici l'overview tout simplement des infos de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on le voit depuis le lancement de l'ETF, Bitcoin, il y a énormément d'achats, énormément d'institutions qui achètent du Bitcoin, et ça se remarque même également, si vous voulez, dans ce qu'on va appeler l'AUM, donc Active Under Management, donc c'est-à-dire les Bitcoins qui sont stockés. En fait, on voit que ce graphique, il augmente dans le temps. Alors forcément, il y a toujours des petites tendances. Donc ici, on voit qu'on a eu une phase d'accumulation. Et là, on a explosé et on a corrigé et on a explosé. Et là, on réaccumule tranquillement. Et donc, c'est pour ça que Bitcoin reste très fort. Parce que Bitcoin n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir un QE pour que son marché et pour que son prix explose. Et l'idée, c'est de se dire que tous les actifs relativement solides, aujourd'hui, je pense vraiment Bitcoin, Ether et pourquoi pas Solana, peuvent rentrer voilà, dans le même exemple que Bitcoin. Alors, Ethereum, c'est plus compliqué. Ethereum, on le voit ici, c'est un peu plus nuancé. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'inflow au début, on a eu quelques achats, vraiment une période de no man's land, une explosion à partir justement de la fin du printemps et du début de l'été de cette année 2025, et entre-temps des gros épisodes de baisse. C'est-à-dire qu'on a vraiment un actif qui est beaucoup moins considéré par l'institution que le Bitcoin. Et donc, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut être amené à comprendre à travers tout ça, c'est de se dire que les altcoins n'auront pas forcément leur heure de gloire tant qu'on ne rentrera pas dans cette fameuse période de quantitative easing avec des taux directeurs qui seront amenés à baisser de manière assez brutale. Rappelons-le quand même qu'en 2021, en 2020, les taux étaient proches de 0. Alors, je crois qu'ils étaient à 0,25 si je ne dis pas de bêtises, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais les États-Unis sont toujours les plus importants. Aujourd'hui, les taux sont, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, à 4. OK, ou à 3,75, j'ai plus le taux de mémoire. Mais vous voyez que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc voilà par rapport à ça, j'espère que vous avez bien compris, voilà, si on met en perspective un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des altcoins qui eux range et ne s'en sortent pas, et on a un Bitcoin qui lui explose, parce que Bitcoin se désolidarise des autres crypto-monnaies de par l'afflux massif des institutions qui n'arrivent toujours pas sur le total 3 sur ce graphique-là, parce qu'on n'est pas dans une période de création monétaire. Et si on ne le comprend pas, et bien en fait, on va tout droit dans le mur. Et donc, résumé, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre justement que le marché soit amené à imprimer du cash, que la Fed commence à se dire « Ok, on va acheter des obligations » et donc que le rendement de ces dernières baisse et que les gros capitaux viennent dans les actifs à risque, tout simplement. Ok, maintenant, je vais te donner les différents indicateurs pour moi importants à suivre si tu veux tout simplement voilà, comprendre la macro et l'impact qu'elle a sur le marché. La première des choses qui va être importante pour moi, c'est, comme je l'ai expliqué, les taux directeurs et suivre la communication de la Fed et du FOMC. Le FOMC, c'est le comité vraiment exécutif, si on peut dire ça comme ça, de la Fed et qui va vraiment, parce que la Fed, voilà, c'est très vaste. Le FOMC, c'est un comité de quelques personnes, je crois qu'ils sont un peu plus de 10, si je ne dis pas de bêtises, et c'est eux vraiment qui vont décider des taux et de la politique monétaire. Et des fois, il y a des personnes du board qui vont communiquer. On va avoir des fois aussi, une fois par mois, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on appelle la Fed's Minute ou le FOMC Minute, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand on dit minutes en anglais, c'est résumé. Voilà, c'est un mot qui veut dire résumé, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, voilà, ils vont un peu expliquer ce qu'ils voient à l'heure actuelle, mais ce ne sont pas des choses qui vont avoir directement un impact sur les décisions officielles. Ce n'est pas parce qu'ils vont dire ça lors de ce communiqué-là que ça va être officiel. Des fois, les choses peuvent changer. Mais il faut toujours regarder leur communication ainsi que la direction des taux directeurs. Première des choses. Ok, donc ça, vous marquez taux directeur de la Fed et vous allez voir un petit peu les différentes tendances que le marché peut être amené à avoir en fonction des différentes datas économiques. Okay, donc forcément, la Fed prend ses décisions en fonction du contexte macroéconomique. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail,
Sur quelle base la Fed prend ses décisions? Elle va souvent également regarder l'inflation, ce qu'on va appeler le CPI, donc le Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation ou des consommateurs. Donc concrètement, plus cet indice va être amené à augmenter, alors je ne l'ai pas ici, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la même chose. Plus cet indice va être amené à augmenter, plus ça veut dire que l'inflation augmente. Et donc ça va avoir un impact sur le marché parce qu'il faut toujours se rappeler, notamment en crypto, que le marché, il attend quelque chose. Là, aujourd'hui, le marché, au 13 novembre, il est dans l'attente d'une baisse de taux et de la fin d'un QT et du début d'un QE. Si l'inflation continue à augmenter, est-ce que vous pensez que c'est bullish ou bearish pour le marché? Forcément, c'est bearish. Parce que si l'inflation augmente, quel est l'intérêt de la Fed de baisser les taux et de rentrer dans du QE? Il n'y a pas d'intérêt. Et donc, en fait, c'est en regardant aussi ces données macroéconomiques qu'on va comprendre un petit peu comment est-ce que la Fed pense et du coup, comment est-ce que le marché va réagir? Parce que le marché comprend tout et lit tout directement. On va aussi avoir le bilan des banques centrales. Donc ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure au niveau du QE et du QT. Ici, sur TradingView, vous avez, donc le ticker, c'est WALCL, Balance Sheet Assets. Et donc là, en fait, on va avoir directement les données de la Fédérale Réserve. Et en fait, on regarde et on comprend directement ce qui se passe. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre 2015 et 2017, on voit qu'on n'a eu aucune période, on n'a pas eu de QE ni de QT. C'était un range, il n'y avait rien qui se passait. Ici, à partir de 2018, pendant le bear market, on est rentré dans une période de QT, de quantitative tightening. Le bilan de la Fed a chuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vendu leurs actifs, ils ont retiré la liquidité du marché, etc., etc. Donc forcément, des marchés qui baissent. À partir du Covid, explosion du bilan. QE massif. Et le QE a continué petit à petit, on le voit, jusqu'à à peu près, comme j'expliquais tout à l'heure, 2022. Ici, en 2022, on a eu la fin du QE et un début de QT. Et tout ça a provoqué une chute énorme au niveau du marché des crypto-monnaies notamment. Les actions, eux, sont un peu plus décorrélées de tout ça, on le verra après sur le S&P 500, mais c'est quand même important de le garder en tête. Les actions peuvent continuer à performer quoi qu'il arrive parce que les actions ne sont pas uniquement dépendantes de la liquidité. Les actions sont dépendantes de l'économie. Et si vous voulez, à partir du moment où l'entreprise continue à fonctionner, elle va monter. Par contre, une crypto-monnaie, elle, ce qu'elle a besoin, c'est comme une sangsue qui a besoin de sang. Les cryptos ont besoin de sang, ont besoin de liquidité pour monter. Il n'y a pas de contexte à droite, à gauche, externe, non. Une entreprise, oui. Si elle fait des ventes, si Tesla vend des voitures, ça se passe très bien. Si Coca-Cola vend des Coca, ça se passe très bien. Par contre, une crypto-monnaie, c'est pas parce qu'elle va vendre une solution à Microsoft qu'elle va gagner en puissance sur le long terme. Non, elle a besoin d'argent pour monter. Et ça veut dire que la majorité des alts aujourd'hui, et c'est un fait, sont ultra spéculatifs et en réalité ont des fondamentaux certes, mais qui ne sont pas très importants à long terme, dans l'ultra long terme, pour performer, mais plutôt potentiellement à court terme. Et donc ici, on le voit qu'on est en train d'une période de QT, dégraissement du bilan de la Fed. Et là, à partir du 1er décembre, ce bilan va se stabiliser, un petit peu comme ce qu'on a eu ici, mais à l'inverse, mais toujours pas de signe de QE. Et donc ça, en regardant ce graphique-là qui est actualisé une fois par semaine, le mercredi comme c'est marqué ici, ça va vous aider justement à avoir des informations par rapport au bilan de la Fed. Mais après, de toute façon, vous suivez les communications et vous savez un petit peu ce qui se passe. Mais ça va nous permettre en fait, si vous voulez, de regarder et de checker en temps réel. Donc ça, c'est le bilan des banques centrales. Après, vous allez avoir aussi les stocks market. Donc là, ici, on a le S&P 500. Bon, j'ai pris un truc CFD parce que moi, je regarde toujours le S&P 500 avec le ticker ES1, point d'exclamation, mais j'ai des dessins dessus parce que j'analyse dessus. Ici, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit que sur la période de stabilité de range, donc entre 2000, on a dit c'était quoi? C'était 2017, enfin 2015-2017, on voit que le marché a monté. On voit que dans la période de QE, qu'est-ce qu'on a eu à partir de 2018? Donc ici, on a un marché qui n'a pas forcément beaucoup pris en valeur sur les années. On voit que le marché l'a rangé. Voilà, à partir de 2020, on a commencé à avoir une prise de valeur du marché. Gros chute liée au Covid. Et là, début du quantitative easing, explosion du marché jusqu'à octobre-novembre 2021. Ici, on arrive en mars 2022, donc on voit qu'on est toujours dans les niveaux du bottom. Hausse des taux d'intérêt, fin du QE, début du QT, gros chute du marché et latéralisation jusqu'à peu près 2023. Et le marché a commencé à reprendre en valeur à partir de 2023, alors même que les taux d'intérêt restaient hauts et que le QT n'était pas fini. Donc ça veut vraiment bien dire que les stocks markets, aujourd'hui, sont quand même un peu plus décorrélés de cette politique monétaire. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que c'est plus lié au crypto qu'au stocks market. Pourquoi est-ce que ici ça a chuté? Bon, ici c'était la crise douanière de Trump et ses petites folies au mois d'avril. Mais pourquoi est-ce que ça monte? Parce qu'aujourd'hui, on a des actifs qui s'en foutent de ce contexte-là. On a Nvidia qui a explosé grâce à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande folle et que le marché, Nvidia ne va pas dépendre de la Fed et qu'elle va acheter des obligations à droite à gauche. Non, Nvidia a des fondamentaux plus que solides. Je sais pas, je prends un alt random qui me vient en tête. Bon, je vais pas essayer de donner un alt que j'aime bien parce que sinon ça serait un peu con, mais je
je sais pas, DYDX, voilà, c'est le premier truc de merde qui me vient en crâne. DYDX, ce qu'il attend juste, c'est que le marché a la liquidité pour qu'on puisse l'acheter, parce que c'est spéculatif. Nvidia, lui, vend des cartes graphiques, vend des GPU, vend machin chouette pour l'IA. Et donc, forcément, comme il y a une demande extraordinaire pour l'IA sur le marché mondial, bah, ça monte. Et comme forcément, les indices les actions pondèrent les indices, c'est-à-dire que si Nvidia aujourd'hui voilà, représente je sais pas, 10% du S&P 500, et bah, si Nvidia prend 10%, forcément le S&P 500 va beaucoup plus réagir qu'un actif qui représente 0,01%. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des hausses spectaculaires, parce qu'on a des individualités, on a des narratifs sur le marché boursier. Mais ce que je voulais en venir, il faut toujours regarder le S&P 500, parce que lorsque le S&P 500 corrige, généralement les cryptos vont corriger également. Okay, et donc, c'est toujours important d'essayer de détecter les moments où le S&P 500 pourrait être amené à corriger à court, moyen ou long terme, parce que ça va se refléter sur les crypto-monnaies. Mais la hausse, elle, à l'inverse, ne se reflète pas toujours, sauf sur Bitcoin, qui est un actif maintenant qui se rapproche voilà, des stocks market dans la globalité et du coup qui se décorrèle un petit peu plus des altcoins, comme je disais auparavant. On va également retrouver le VIX. Ok, bon, le VIX, ça, je ne regarde pas énormément pour être honnête avec vous, mais c'est toujours intéressant de regarder un petit peu. Donc, le VIX, c'est l'indice de volatilité ou indice de la peur. Lorsque le marché est stressé, cet actif va monter et on peut s'attendre à avoir de la volatilité. Généralement, on dit dans les deux sens, mais c'est généralement à la baisse, historiquement, sur les différents actifs, entre guillemets, dits à risque. Ok, et après, on va avoir du coup la croissance et l'emploi. Donc ici, on retrouve sur TradingView le United States Unemployment Rate, donc qui est le ticker usure, donc c'est le taux de chômage. Et ici, on voit que le taux de chômage, il a explosé en mars 2020. Pourquoi? Parce que l'économie était en mode catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Baisse des taux, début du QE, forcément liquidité à la mort, croissance, réemploi. Ok. Et derrière, après, quand les taux ont commencé à baisser en 2022, et ben forcément, le chômage se stabilise et commence à remonter. Et donc, quand le chômage remonte, la Fed, elle doit avoir, parce que du coup, il y a un risque assez important de crise économique, si vous voulez. Et donc, la Fed doit intervenir et baisser les taux d'intérêt pour que l'économie se déchauffe, hein, entre guillemets, se refroidisse et que le chômage baisse. Et là, on le voit que le chômage n'arrive pas forcément à baisser de manière durable. J'allais le dire en anglais avec mon accent bidon, donc j'ai évité. De manière durable. Okay, et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est important à regarder, ce sont les données du chômage. Ici, on va également avoir ce qu'on va appeler l'indice PMI, okay, donc l'indice des managers des ventes, si vous voulez, des achats. Okay, et ça va me donner vraiment quelque chose une overview assez intéressante sur l'état de l'économie américaine, et donc forcément, ça va en découler du reste. Donc, comment est-ce qu'on est amené à analyser ce fameux PMI, okay, donc directement sur TradingView, ou ce qu'on peut aussi appeler l'ISM, hein, voilà, ça a différents noms si vous voulez. Mais globalement, il faut regarder le niveau médian des 50. Et en fait, si vous voulez, cet indice-là, il est assez intéressant parce que souvent, on peut dire qu'il est un peu early. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Institute for Supply Management vont directement venir interroger les directeurs des achats de compagnies. Bon, c'est pas tous les secteurs qui sont pris en compte, mais ce sont des secteurs qui sont quand même assez importants. Donc, il n'y a pas l'agriculture, etc., des choses qui sont un peu plus secondaires dans un contexte, enfin, dans une économie en réalité, même si, attention, l'agriculture est très importante parce que voilà, ça en découle, mais vraiment sur la vie de l'entreprise, c'est vraiment ça qui est assez important à regarder. Et donc en fait, à partir du moment où cet indice est au-dessus de 50, on est dans des moments d'expansion de secteur, donc c'est-à-dire que voilà, tout se passe très très bien, ça achète, ça produit, etc. Quand on est en dessous de 50, on est plutôt dans de la contraction, donc on se prive un petit peu plus. Et c'est intéressant à regarder, bon là on voit que c'est sur une base mensuelle. Donc, on a beaucoup de data. Mais quand on regarde typiquement Covid, voilà, ça a explosé par le haut. Donc, on avait une contraction justement de cet indice-là. Et à l'heure actuelle, en fait, on voit comme la machine monétaire n'a pas forcément été encore relancée, en fait, on a un PMI qui reste en dessous des 50 de manière très timide, alors que d'habitude, c'est tous les 4 ans que ce truc explose. Si on regarde ici, 2008, on a le pic, on remonte. Okay, 2012, on a le pic baissier, on remonte. 2016, pic baissier, on remonte. Ici, 2020, donc tous les 4 ans, hein, pic baissier, on remonte. Et 2024, on est encore dans ce fameux... Bon, même maintenant, on est en 2025, quasiment en 2026, on est encore dans ce pic baissier. Et donc, en fait, si vous voulez, le Covid et tout ce qu'on a eu ici a peut-être déréglé un petit peu cet indice-là, ce qui fait qu'on doit potentiellement s'attendre à une reprise. Quand? Ça, c'est la grande question, et ce n'est pas du tout le but de la vidéo de prédire ce qui va se passer à l'avenir, mais c'est de se dire que c'est important de regarder cet indice-là, parce que lorsque ça va repartir à la hausse, tout, en fait, va venir rentrer et comment dire, s'engranger. Okay, c'est pas le bon mot, mais je crois que, voilà, je pense que vous avez compris mon idée, avec mon petit schéma des mains. Donc, voilà. Et puis après, voilà, vous avez plein d'autres indicateurs qui sont importants à regarder. Vous avez voilà, le PIB, etc., etc. Donc tout ce qui va concerner la croissance et l'emploi. Ça, c'est votre dashboard, c'est ce que vous devez regarder si vous voulez avoir un point macroéconomique relativement complet. Donc voilà par rapport à ce qui est important de regarder et quelles sont les conséquences directes sur les marchés. On est à 35 minutes de vidéo.
un peu plus longue que prévu. Mais bon, j'espère que vous avez appris des choses. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire comprendre que la macro doit devenir votre meilleur ami pour performer sur les marchés financiers. Si ce n'est pas le cas, enfin, pour performer sur les marchés financiers, pour votre investissement. Ok, si vous ne comprenez pas les bases de la macroéconomie, vous allez peut-être pouvoir faire de l'argent et même beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à long terme, surtout si vous investissez en crypto, il faut comprendre ces principes qui sont vraiment fondamentaux à mon sens. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. 35 minutes de full valeur. Mettez des likes si vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve, je pense, bientôt pour une nouvelle vidéo où on va rentrer, je pense que prochaine vidéo, on parlera d'indicateurs techniques, ce que j'utilise en crypto, peut-être ça ou peut-être un autre truc, mais encore une fois, beaucoup en rapport avec la crypto. Et on parlera aussi bientôt d'investissement boursier parce qu'il y a d'énormes opportunités depuis des années et des années. Je vous présenterai mes différentes thèses sur lesquelles j'ai investi au fur et à mesure des dernières années et qui m'ont apporté pas mal. Bref, on continuera dans cette même lignée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez tous mes réseaux dans la description. Si vous êtes intéressé pour qu'on puisse potentiellement être amené à travailler ensemble, si vous voulez que je vous mentor, vous accompagne dans vos différents investissements, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi directement. Mon canal Telegram, mon Insta, etc., etc. Bref, prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.